bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle fois, nous allons parler de ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de la Squadra Azzurra et non du Calcio. Et nous allons en discuter avec l'un des experts francophones, à savoir Guillaume. Salut Guillaume. Salut Romain et bonjour à tous les auditeurs et à tous les youtubeurs de la Vista. Merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois. Alors cette fois-ci, on va faire un focus. L'Euro s'approche. Oui. Avec ou sans public, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que parmi la liste des favoris, quand on demande aux uns et aux autres 3, 4, 5 favoris, mine de rien, l'Italie est très souvent citée. Alors personnellement, je le pense à juste titre. Mais justement, où est-ce qu'on en est exactement ? Quel type d'ambition peuvent nourrir les supporters de la Squadra Azzurra? Quels sont les hommes forts? Alors, enfin, vraiment, on va balayer de A à Z où en est cette Squadra Azzurra. Je t'écoute. Écoute, j'ai pas envie de passer de faux espoirs déjà à tous les tifosi. Alors, disons que la Squadra aujourd'hui pourrait faire figure d'outsider, parce que quand je vois certains groupes, notamment celui de la France, qui est assez relevé, je me dis qu'il y aura plusieurs grosses équipes aussi qui pourraient sortir dès le premier tour. Donc forcément, il y aura une carte à jouer pour l'Italie. Après, certaines équipes sont plus fortes, notamment les Bleus. C'est vrai que l'équipe de France sur le papier est championne du monde. Et elle est évidemment favorite aujourd'hui pour l'Euro. Mais l'Italie aujourd'hui a un effectif qui me plaît, qui est pas mal, qui séduit beaucoup de monde. Et des joueurs cette saison qui explosent. Je pense notamment à Nicolo Barella, qui était déjà, on va dire, une espèce de pépite du côté de la Serie A. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Antonio Conte, avec l'Inter, il a pris une dimension énorme, une dimension internationale. C'est un joueur au volume de jeu incroyable. Et c'est vrai que ce sera l'un des leaders de cette équipe de la Squadra au prochain Euro. Quand on pense sur le milieu de terrain, il y a aussi Marco Verratti, qui aujourd'hui est évidemment l'un des leaders du PSG. Je pense à Jorginho aussi, qui sera toujours là. Il y aura peut-être des vieux briscards comme Chiellini, comme Bonucci. Alors même si Bonucci réalise pas la meilleure saison de sa carrière, ils seront là. C'est peut-être un beau mélange qui se prépare de côté de la Squadra. Aujourd'hui, la voir remporter l'Euro, moi je l'espère, mais disons que j'ai pas envie de placer de faux espoirs. Mais en tout cas, moi je la mettrais, on va dire, dans les outsiders, c'est-à-dire dans les équipes qui peuvent tirer leurs épingles du jeu et qui, sur un tournoi, on le sait, l'Italie est toujours plus forte dans les matchs, on va dire, un peu coup près, dans les phases finales. Voilà, le groupe est largement à la portée. J'ai pas de doute sur le fait que l'Italie sortira de l'Euro. Il y a vraiment un super groupe avec Mancini et Romain. Après, on va en parler quand même sur ce qu'a créé Mancini, sur les ruines laissées par Gianpiero Ventura. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Italie, on peut le dire clairement, est outsider à l'Euro. Elle est pas favorite, mais sur le papier, il y a peut-être des lacunes comme le poste numéro 9, où j'espère que Belotti ou Immobile arriveront à s'imposer avec la nationale. Mais donc ça reste pour l'instant un outsider, mais j'espère pour moi, en mon âme et conscience, qu'elle pourrait vraiment aller au bout. Et le fait de jouer peut-être aussi à domicile, si domicile il y aura, ça pourrait être aussi un avantage lors de la phase de groupe. D'accord, très clair. Merci pour ce premier point d'ensemble. Alors on rappelle le groupe de la Squadra Azzurra. Alors il y a la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles. Ouais. Alors vu comme ça, c'est pas non plus un groupe acquis, loin de là. Les exemples de faillite psychologique dans les grandes compétitions, qu'elles soient européennes ou mondiales, on en a déjà vu des tas et des tas. Donc disons que c'est un groupe assez homogène, mais un petit peu relevé quand même, où l'Italie peut faire figure de favori. Mais par exemple la Turquie ou le Pays de Galles et même la Suisse quelque part peuvent les déranger. Il suffit de faire 2 nuls sur les 2 premiers matchs. Après c'est un petit peu disons que c'est pas le groupe de l'équipe de France par exemple, où il y a l'Allemagne et le Portugal. Mais c'est un groupe où tu dois faire attention parce qu'on le sait, il n'y a rien qui est acquis, comme tu le dis. Donc méfiance, mais sur le papier et au vu, on va dire, de la dynamique de la nationale, j'ose espérer, et je touche du bois et j'ai du bois devant moi, que ça passera. Ouais. D'accord, très clair. Alors justement, dans les conditions qui feraient que la Squadra Azzurra puisse sortir de ce groupe, il y a justement ce fameux débat concernant les possibles matchs à l'Olympico, mais j'entends un Olympico rempli. Alors moi évidemment c'est une question dont ni toi ni moi malheureusement n'avons la réponse quant au taux de remplissage et si remplissage il y a des équipes.
Alors personnellement, je dois t'avouer que déjà plus d'1 an avec des stades vides pour les clubs, honnêtement, même avec la passion, ça commence à être dur. Alors si en plus on doit se taper une compétition internationale avec des stades vides, ce sera encore plus dur. Donc voilà, dans cette condition qui ferait que l'Italie puisse jouer dans un Olimpico un peu rempli ou pas rempli, est-ce que tu penses que ça peut jouer sur cette équipe qui, d'accord, a des joueurs très intéressants, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque encore. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que la fédération italienne, en tout cas pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, au 24 mars 2021, la fédération italienne veut vraiment jouer à l'Olimpico. C'est vraiment quelque chose qu'elle désire. Et c'est une hypothèse qui est toujours dans la tête des dirigeants et qui n'est pas écartée. L'objectif serait, dans l'idéal, d'accueillir 30% de la capacité. Alors évidemment, d'ici là, il faudra voir où on sera la campagne de vaccination, où on sera le Covid-19. Alors, c'est un peu jour le jour, comme partout, comme les JO. On l'a vu, qui a décidé récemment de ne pas accueillir les spectateurs étrangers. Mais en tout cas, la fédération italienne, elle, veut vraiment jouer à l'Olimpico. C'est 3 matchs de groupe. Il y a 4 matchs qui sont prévus à l'Euro. Mais voilà, pour l'instant, c'est compliqué de se projeter, comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas que le sport, évidemment. C'est notre vie qui est impactée, notre vie générale. En tout cas, à l'instant T, l'Italie, la Fédération italienne de football et même les instances, on va dire, le comité olympique italien visent toujours des matchs à l'Olimpico, avoir la capacité, vraiment c'est 30% qui est envisagé, mais c'est vraiment une hypothèse qui, l'Italie a envie de ça et ce serait un beau symbole aussi pour un pays qui a vraiment été impacté par le Covid-19, qui a vraiment eu beaucoup de difficultés, beaucoup malheureusement de décès. Ce serait un beau signal de se retrouver tous à l'Olimpico, alors dans une capacité réduite, mais voilà, l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de jouer ces matchs à l'Olimpico, vide ou plein. Disons que même si malheureusement il serait vide, voilà, l'Italie quand même aurait ses repères, la nationale aussi, donc voilà, ce serait quand même, on va dire, un mini avantage, même si les tifosi seront pas là, mais on espère évidemment tous, et pour tous les stades de l'Euro, que dans l'idéal il serait plein, ou du moins à la limite qu'il y ait un minimum de spectateurs qui pourront assister. D'accord. Alors tu l'as souligné, évidemment, l'Italie d'ailleurs a été l'un des pays les plus touchés. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble le premier pays touché. Il y avait eu toute ce pic de cas incroyable à l'époque où on connaissait pas grand-chose de ce Covid. Donc c'est un pays qui a été touché par le Covid. Et la Squadra Azzurra est un pays qui a été touché ouais, par le prédécesseur de Mancini. Donc voilà, est-ce que tu penses aujourd'hui que ce qui a été reconstruit est assez solide, point numéro 1, et point numéro 2, est-ce qu'on a déjà un 11 de départ clair, ou est-ce qu'il y a encore des postes où on a des doutes? Écoute, c'est vrai que Ventura avait laissé un peu la nationale en ruine. Il y a ce fameux match de novembre 2017 où la nationale ne se qualifie pas, qui encore pour moi est un traumatisme aujourd'hui. C'est vrai que la soirée avait été cauchemardesque. Ce qu'a fait Mancini, quand même, le travail qu'il a réalisé est énorme. Il a vraiment construit sur des ruines et sa plus grande force, au-delà des résultats qui sont exceptionnels, c'est le fait que Mancini a réussi à créer un groupe homogène qui est avec lui, qui joue pour lui, qui est en symbiose avec lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit vraiment un groupe qui est uni et ça fait du bien. Ça fait du bien vraiment pour tout le monde, pour les tifosi qui... Même pour moi, parce qu'on sait aujourd'hui les journalistes, pas forcément, on n'a pas de club, on a quand même un pays d'appartenance. C'est vrai que on a tous eu un moment quand même avec l'Italie, avec la nationale et même pour les tifosi, comme si le cordon a un peu été coupé, comme si quelque chose s'était cassé. Et c'est vrai que petit à petit, Mancini a réussi à réparer ça et aujourd'hui, on a envie de voir la nationale. Les trêves internationales ne nous gênent plus, on n'a plus peur de la regarder. Et rien que ça, c'est une victoire pour les tifosi de la nationale. Donc déjà ça, c'est vraiment un super point de départ. La nationale aujourd'hui, il y a un super groupe, peut-être limité un peu techniquement sur certains points, mais disons que on sait que dans des aventures comme ça, on l'a vu à l'Euro 2016, Conte a réussi à créer un groupe limité, mais qui a été jusqu'en quart de finale. On a éliminé en Espagne, notamment un match incroyable en 8e au Stade de France en les battant 2-0. Si tu crées un groupe homogène avant une compétition comme ça, un peu en mission commando, tu sais déjà que tu as fait un gros pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'Italie, c'est un super groupe en symbiose avec Mancini. Sur le terrain, Romain, écoute, tous les postes sont à peu près occupés, même si en défense centrale, c'est avec Bonucci aujourd'hui, son statut peut être mis en cause, que t'as un joueur comme Acerbi qui fait une super saison avec la Lazio. Romagnoli est pas top avec Milan, mais c'est vrai que par rapport à Bonucci, on regarde, c'est quand même moins pire. Bastoni
avec l'Inter Milan est quand même un super joueur. Donc il a sa place. Sur les côtés, tu as Spinazzola, tu as Emerson Palmieri, tu as Florenzi qui fait partie évidemment des cadres au milieu, Barella, Jorginho, Verratti, Pellegrini. L'une des questions aussi devant, c'est est-ce que Zaniolo sera là? C'est vrai que c'est une vraie question à savoir si Zaniolo sera là. Les dernières tendances visiblement disent que non. Donc sa blessure c'est peut-être un peu trop juste. Donc Zaniolo pourrait ne pas être à l'Euro. Devant, Insigne évidemment aura sa place. Lorenzo Pellegrini peut-être aussi lui pourrait être avancé. C'est vrai que le poste du numéro 9 par contre, voilà, peut poser débat. Belotti fait une super saison avec le Torino, mais le Torino fait pas une super saison avec Belotti, c'est le problème. Immobile a été sous leader la saison dernière, mais on sait qu'avec la nationale c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le jeu de la Lazio est tellement ficelé, et les mécanismes sont tellement précis que Immobile avait dit avec la nationale c'est totalement différent, donc c'est un nouveau jeu et lui doit réapprendre quasiment un certain mécanisme avec la nationale. Donc c'est vrai que le poste du numéro 9 aujourd'hui fait encore débat. C'est un gros problème parce que forcément, quand tu es numéro 9, tu dois marquer et quand tu n'as pas les buts au terme de certaines actions, c'est compliqué. Mais disons que voilà, tu as quand même des postes qui devant tu as Moiskin qui fait une super saison avec le PSG et qui pourrait être titulaire aussi au prochain Euro. Donc voilà, le vivier est là, l'équipe est là. Elle est évidemment pour moi moins forte que l'équipe de France parce que l'équipe de France a vraiment quand on voit l'Euro Espoir qui va se disputer, quand on voit l'équipe que va avoir l'équipe de France, ça me paraît quand même assez dingue, même voir lunaire l'équipe que peut avoir l'équipe de France, c'est hallucinant. Mais bon, l'Italie vraiment a une carte à jouer et ce qui est déjà vraiment une victoire pour nous tous, c'est qu'on a envie de la voir, qu'on a envie d'être à l'Euro. Et tu nous aurais dit ça, Romain, en 2017, un soir de novembre. Je vais pas te mentir que j'aurais eu des doutes, mais aujourd'hui, voilà, la nationale elle s'est reconstruite, les ruines sont plus là. Il y a vraiment un édifice qui s'est construit. Donc voilà, autour de Mancini, donc c'est déjà ça le plus important. Après voilà, on croise les doigts pour le prochain Euro, on espère qu'on ira le plus loin possible. Mais donc voilà, l'Italie déjà sera à l'Euro, c'est déjà une victoire. Et le groupe est présent et Mancini est un super sélectionneur. Donc voilà, on espère que ça va durer et que le prochain Euro sera victorieux ou du moins sera plaisant pour tous les tifosi. D'accord, très clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que la Squadra Azzurra peut avoir sa chance. Et si elle ne l'a pas, dites-nous quel est votre favori pour cet Euro qui sera si spécial. Ouais. Alors c'est marrant que tu parles de novembre 2017 parce que ça me renvoie, parce que moi-même j'avais oublié, mais j'étais en Italie ce soir-là, j'étais à Florence. Et en effet, il y a tout qui est revenu en mémoire au moment où tu as évoqué ce qui s'était passé. C'était contre la Suède de mémoire. Contre la Suède, 0-0 à domicile, à San Siro. Et dans ce bar à Florence, disons que l'ambiance n'était pas au rendez-vous. Ah ouais, c'est vrai que c'était une soirée quand même, l'une des pires soirées du football italien. Moi, je me souviens, je travaillais toujours pour Eurosport, mais je travaillais à l'époque de soirée pour Eurosport. Et c'est vrai que le traumatisme avait été incroyable parce que l'Italie, ça faisait plus de 50 ans qu'elle n'avait pas disputé la Coupe du Monde. Et pour un pays de football comme l'Italie ne pas disputer la Coupe du Monde, c'est vraiment un blasphème. Et je pense que tous les tifosi, et d'ailleurs, je vous invite à réagir et à partager vos souvenirs de cette soirée quand même cauchemardesque. Voilà, moi je me souviens d'où j'étais. C'est ce genre de soirée où tu te souviens d'où tu étais, avec qui tu étais. Et voilà, c'est vraiment un traumatisme. Et voilà, dites-nous aussi un peu vos souvenirs de cette soirée un peu, on va dire, traumatisante pour tous les amoureux de la nationale. Très clair. En tout cas, merci d'avoir souligné le fait que ce qui a été reconstruit par-dessus cette soirée catastrophique est solide. Oui. Il y a un groupe soudé. Ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup l'écho ici dans les médias français. Donc on va suivre de près l'aventure de la Squadra Azzurra à l'Euro. Merci beaucoup Guillaume. Merci, et Romain. je te dis à très vite.